Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier dimanche en politique de la saison à l'issue d'une année très politique. 2 élections, 4 tours de scrutin qui ont un peu redessiné notre paysage politique. Pendant 30 minutes, nous allons faire le bilan des dernières élections dans la région et sur ce qu'elles augurent en Pays de la Loire et au-delà. Nous irons à l'Assemblée nationale retrouver Maïna Sikar-Kras auprès des nouveaux députés lorsqu'ils ont découvert leur lieu de travail et leur nouvelle vie d'élus. Nous avons suivi plus particulièrement 2 d'entre eux jusqu'à lundi matin. Ils étaient collègues de bureau dans une plateforme téléphonique à Nantes. Élus tous les 2 dimanches, ils seront bientôt voisins d'hémicycle à l'Assemblée nationale. Des élus, des nouveaux venus, nouvelle carte politique que nous allons décrypter au cours de cette émission avec notre politologue Arnaud Leclerc qui me rejoindra dans un instant. Mais d'abord, que retenir de ces élections législatives en Pays de la Loire? Focus avec Vincent Rénal et Nicolas Guilbault. Cette fois, pas de hold-up signé La République En Marche comme il y a 5 ans. La carte des circonscriptions en Pays de la Loire affiche un tout nouveau visage. Avec la gauche d'abord, qui fait la bonne opération en récupérant la moitié de la Loire-Atlantique, soit 5 circonscriptions sur 10, comme dans celle de Nantes-Centre, où le jeune Andy Kerbrat a balayé la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Opelt, avec plus de 55% des suffrages. Coup de blues en Sarthe, de l'autre côté de l'échiquier politique. Au premier tour, le Rassemblement national avait connu une forte poussée en se maintenant pour le second dans 4 des 5 circonscriptions. Mais aucun ne s'est transformé malgré un score très serré parfois, comme dans la 4e à 88 voix près, ou dans la 3e où le candidat RN Bruno Pinson échoue pour 500 voix. On va continuer à bosser. Pas trop de changements dans le Maine-et-Loire, quasi entièrement dévoué à la cause macroniste, mais une exception, sonne et trompette. Elle était la seule et le restera. Avec Anne-Laure Blin, la 3e circonscription ne quitte pas le giron des Républicains. Plus au sud, 4 des 5 circonscriptions de la Vendée apportent un peu de baume au cœur de la majorité présidentielle. Avec le retour de la droite villiériste, Véronique Besse, dans la 4e, reprend son poste de députée sous l'étiquette d'hiver droite. En Mayenne enfin, pas de surprise pour Garot, Bagné et Favennec, direction l'Assemblée. Hémicycle où siégeront 15 femmes et 15 hommes des Pays de la Loire. Une région qui reste majoritairement macroniste, mais bousculée par la percée d'une gauche ressuscitée, bien décidée à jouer son rôle de contre-pouvoir. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau à mes côtés pour analyser les résultats de ces élections en Pays de la Loire. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. On va commencer par regarder la nouvelle carte politique de nos circonscriptions en Pays de la Loire. Vous la connaissez désormais. Beaucoup de violet, 2 circonscriptions en bleu, celle de droite, et plus de rouge. Quand on compare avec 2017, on voit que le rouge a gagné du terrain par rapport à 2017. Est-ce que c'est un vrai changement, Arnaud, ou un retour à un équilibre et à un ancrage politique plus classique en Pays de la Loire? C'est un rééquilibrage principalement, et c'est un rééquilibrage qui s'opère essentiellement en Loire-Atlantique. En réalité, dans les autres départements, il y avait des circonscriptions à gauche, elles sont restées. C'est celle-là qui a vraiment une bascule, mais il faut bien comprendre que si on regarde en voix, la gauche ne fait pas une percée si extraordinaire que ça. Elle reste à un seuil quand même relativement faible, y compris à l'échelle nationale d'ailleurs. Et en réalité, dans cette région, le vote est très quand même majoritaire en faveur d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Qui garde 20 circonscriptions sur 30. Ça veut dire que même s'il y a un peu plus de rouge, on est loin du raz-de-marée communiste, socialiste, écologiste ou insoumis. Si on veut un point de repère, en 2007, il y avait 9 circonscriptions à gauche et on disait à l'époque que c'était une défaite pour la gauche. Aujourd'hui, il y en a 8. Ce serait un peu paradoxal de dire que c'est une victoire ou un rattrapage. C'est le début d'un rééquilibrage. Alors, ce qui a le plus marqué ce second tour, plus que l'évolution des couleurs de la carte, c'est la percée du Rassemblement national. Sur le papier, cette percée, elle n'existe pas dans notre région si on regarde seulement le second tour. Mais en fait, les candidats lepénistes en Pays de la Loire sont passés à un cheveu de l'Assemblée nationale. Il y en avait 6 de ces candidats au second tour dans notre région. Aucun n'a été élu. Mais en Sarthe, cela s'est joué à quelques voix seulement. Nathan Vildy et Laurine Velay. Les candidats du Rassemblement national sartois y ont cru jusqu'au bout. Comme Bruno Pinson, en tête dans les communes rurales dans la 3e circonscription, les votes des villes comme La Flèche ou Montval-sur-Loire lui sont fatals. Il s'incline pour 500 voix, comme une victoire
pour le RN. Et on va continuer à bosser. La Sarthe, on n'a plus de médecins, on n'a plus d'urgence au niveau des hôpitaux, le travail manque, on nous ferme les classes, donc il y a un gros problème, on est les laissés pour compte. Donc c'est normal que les gens mettent le bon bulletin dans l'urne. C'est un score historique et c'est pas loin, c'est pas passé loin. Donc le prochain voyage sera certainement le bon. Dans la 4e circonscription, Raymond de Malherbe est aussi un finaliste malheureux. Une défaite pour 88 voix. Mais le secrétaire départemental du parti arrive en tête dans plus de 2/3 des communes. Le RN veut s'affirmer comme une force politique puissante et normale. Il faudrait arrêter de parler d'extrême gauche et d'extrême droite, et sinon on peut parler d'extrême centre aussi. Quand je vois Mme Morancé qui parle d'extrême droite et d'extrême gauche, on a 2 circonscriptions dans la Sarthe où il y avait des candidats qu'elle dit d'extrême droite et d'extrême gauche. Il faut quand même 20 à 25% des voix au premier tour. Les membres du RN sartois se réjouissent aussi du score historique de leur parti au niveau national, et ils n'ont jamais été aussi ancrés localement. Ce résultat est aussi un marqueur de l'implantation locale du Rassemblement national dans la Sarthe et que peut-être que cette fois-ci ça n'est malheureusement pas passé, mais je pense que la prochaine fois on peut créer la surprise. Pour le premier député RN dans la région, il faudra donc attendre, mais en Sarthe ils en sont persuadés, ce n'est qu'une question de temps. Le fait majeur de ces législatives, c'est donc le Rassemblement national. Arnaud est devenu un parti comme un autre, y compris en Pays de la Loire, région qui semblait plutôt lui résister jusque-là. Oui, on l'a souvent dit, une terre compliquée pour eux. L'implantation a été longue, ça a été difficile, mais là, ils ont passé des étapes extrêmement importantes. Désormais, ils ont des zones dans lesquelles ils sont très clairement ancrés, ils sont capables d'aller au 2e tour, et lorsqu'ils vont au 2e tour, ils sont très près de pouvoir passer. La dynamique est extrêmement favorable, ils ont gagné plus de 100 000 fois au premier tour, donc très clairement, dans les élections prochaines, législatives ou autres, ils auront des élus. Même si nous sommes la seule région encore, les Pays de la Loire avec la Bretagne, à n'avoir aucun élu député Rassemblement national en France. Oui, mais encore une fois, c'est juste une affaire de temps. Il y a une forme de normalisation. Les Pays de la Loire et l'Ouest vont devenir finalement une région à l'égal de ce qui se passe dans le reste du pays. Simplement, il y a un petit décalage. Alors, on va écouter la réaction de celles qui ont peut-être voté ou pas, en tout cas qui étaient dans les circonscriptions où on a le plus voté Rassemblement national dans notre région. Notre équipe s'est rendue à Écomois, c'est dans la Sarthe, dans la 3e circonscription, là où le candidat du Rassemblement national, on l'a vu dans le reportage il y a un instant, est arrivé en tête du premier tour et là où il a échoué d'une très courte tête au second. On les écoute. Bon, c'est comme ça, ce sont des gens qui s'expriment. Voilà, je suis quand même étonnée que ce vote monte en puissance dans des petites communes comme la nôtre, une commune assez rurale où il n'y a pas particulièrement de soucis. Là, c'est un vote de réaction. Les gens veulent autre chose. Voilà. Et le jour où les gens qui prendront les places auront le courage de faire ce qu'ils disent au départ, eh bien les choses avanceront. Cette colère des habitants en faveur du Rassemblement national se traduit dans les urnes, Arnaud, mais également dans les cartes des votes. Si on regarde celle-ci, qui concerne plus particulièrement la Sarthe, on voit que tout ce qui concerne la périphérie du Mans et la ville même a plutôt voté à gauche. En revanche, dans les campagnes, c'est le vote RN qui est majoritaire. C'est le cas en Sarthe, mais c'était aussi le cas en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Quand on parle de France périphérique, de France populaire, c'est là que le Rassemblement national a gagné des voix. Oui, ce sont souvent des zones économiques plus fragiles. Ce sont des zones aussi où l'horizon, lorsqu'il y a par exemple une entreprise qui ferme, l'horizon pour les gens, il est beaucoup plus difficile. Il y a aussi le sentiment, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, le sentiment d'être des citoyens de second rang, de seconde zone. On n'a pas accès aux mêmes éléments que quand on est dans une agglomération, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de politique culturelle, de politique sociale, etc. Et donc le sentiment qu'il y a une deuxième France dont personne ne s'occupe et dont seul le Front National, d'une certaine manière, propose une série d'éléments, redéploiement de services publics, etc. Et donc ils ont fini par avoir un programme de réassurance pour ces populations et c'est ce qui explique ce vote. C'est ce qui expliquait la colère aussi des Gilets jaunes pendant le mandat précédent. C'est aussi l'échec de la gauche, Arnaud, qui n'a pas su parler à ces populations. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le député réélu insoumis François Ruffin quand il dit « On ne doit pas devenir la gauche des métropoles contre la droite et l'extrême droite des bourgs et des champs ». C'est un constat lucide ? Oui, parce que le vote France Insoumise, il est très concentré dans les grandes agglomérations. Il est très, très peu présent pour l'instant, et pour le reste de la gauche tout autant, très peu présent dans ces zones-là. Et donc ça veut dire que le discours social ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avancer des éléments sociaux, il faut des éléments plus larges pour aller toucher ces populations. Rappelons que la plus grande pauvreté en France, elle est au cœur des villes.
Donc le discours social marche pour cela, mais pas pour ces populations-là qui sont plus reléguées, plus à distance. C'est là qu'est le travail de la gauche ? En tous les cas, si elle veut progresser en termes de voix, c'est là qu'elle a des réserves potentielles. Alors, 18 députés sortants ont été réélus dans notre région. Et si on fait le calcul, puisqu'il y a 30 circonscriptions, cela veut donc dire qu'il y a 12 petits nouveaux et petites nouvelles députés à entrer à l'Assemblée nationale pour représenter notre région des Pays de la Loire. 3 nouveaux députés dans la Sarthe, 2 en Vendée, 6 en Loire-Atlantique et 1 dans le Maine-et-Loire. Certains, très impatients, sont allés à l'Assemblée nationale dès lundi pour voir leur futur lieu de travail dès le lendemain de leur élection. D'autres ont attendu mardi ou mercredi, des journées aux ambiances forcément bien particulières avec les nouveaux et les anciens députés qui connaissaient les lieux. On retrouve à l'Assemblée nationale Maïna Sikarkras et Karine Mordrel. Eh bien Virginie, la rentrée ici à l'Assemblée nationale se fait au mois de juin sous le soleil. Mais comme chaque rentrée des classes, personne ne le vit de la même façon. Il y a d'abord les députés qui briguent leur premier mandat, qui sont un peu discrets, un peu timides, voire même émus. Et puis il y a ceux qui briguent un énième mandat et qui sont déjà un peu fatigués, qui savent le travail qui les attend. Alors impossible de ne pas remarquer l'arrivée massive des députés de l'Alliance de gauche, des députés NUPS. Ils sont arrivés en bloc, une mise en scène pour montrer qu'ils sont prêts à être solidaires durant ces 5 années de mandat. Ils ont même fait une photo de classe avec Jean-Luc Mélenchon au milieu, le poing levé. Les élus de la majorité présidentielle sont eux arrivés plus discrètement au compte-gouttes. Alors à chaque arrivée de députés, ils sont accueillis par des huissiers, des employés de l'Assemblée nationale. Pour un chemin administratif, ils doivent d'abord faire des signatures, puis leurs photos, et enfin recevoir la fameuse valise avec l'écharpe tricolore, un moment très solennel, vous l'imaginez. Et puis cette petite anecdote en Sarthe, eh bien, la députée Julie Delpech de la première circonscription est arrivée avec sa mère, Pascale Fontenelle-Personne, qui elle arrêtera son mandat de députée la semaine prochaine. Enfin, cette semaine était surtout marquée par des rassemblement de groupes politiques. La véritable rentrée parlementaire se fera mardi 28 juin. Maïna Sikarkras depuis l'Assemblée nationale. Arnaud, c'est toujours bien sûr, et on l'imagine, de l'émotion, de l'impatience pour les députés, surtout les nouveaux députés. Mais là, ils savent, on sait que leur travail sera plus difficile que jamais. Disons qu'ils vont agir dans un contexte politique qui n'est pas du tout clair, qui n'est pas stabilisé. Donc c'est ce qui va rendre les choses très très incertaines. Tant qu'on ne sait pas très bien ce que peut être la majorité, quel contour elle va avoir, comment va se comporter le président. Pour chacun d'eux, mais aussi pour leur groupe politique, c'est une situation qui est quand même un peu banale, c'est le moins qu'on puisse dire, et quand même un peu incertaine. Est-ce que ça veut dire aussi que pour les nouveaux, dont on revoit ici les portraits, les noms et les étiquettes politiques, ce sera encore plus difficile de trouver sa place dans un contexte politique aussi chahuté ? Pas nécessairement, je dirais. Ça va obliger à faire plus de tactique et de stratégie. Très vite, ils vont devoir faire de la stratégie politique. Voilà, très très vite. Alors qu'on sait que quand on rentre à l'Assemblée nationale, il y a des codes, il y a des réseaux, que c'est très compliqué finalement de comprendre comment fonctionne l'Assemblée nationale et d'y être efficace en tant que député. Il faut parfois, on dit, un mandat pour apprendre. Oui, parce que en fait, l'essentiel du travail se fait en commission, mais quelle commission, sur quel projet, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un savoir-faire. Évidemment, ceux qui sont expérimentés ont les codes et savent par où il faut passer pour être influent. Et à l'inverse, quand on débarque, ça s'apprend. Alors, le renouvellement des visages, on l'a vu, mais des profils aussi. On se souvient qu'il y avait beaucoup de CSP+, entre guillemets, des cadres, des chefs d'entreprise en 2017. C'est moins le cas aujourd'hui. On a désormais aussi à l'Assemblée nationale des chauffeurs de taxi, une femme de ménage très médiatisée, c'est Rachel Keke. Et dans notre région, une éducatrice spécialisée, Élise Le Boucher, élue dans la Sarthe, et 2 téléopérateurs qui se connaissent bien. Ils travaillent tous les deux dans la même entreprise à Nantes. Il s'agit d'une plateforme téléphonique pour des entreprises, des compagnies d'assurance. Il s'agit de Ségolène Amiot et d'Andy Kerbrat. Ils ont tous les deux été élus dimanche soir en Loire-Atlantique sous l'étiquette Insoumise. Ils étaient collègues de travail, ils sont désormais collègues à l'Assemblée nationale. Nous les avons rencontrés mardi, lors de leur premier jour à l'Assemblée nationale. Reculez, s'il vous plaît. Les plus insoumis ce jour-là étaient les photographes. Car voilà le cliché qu'il ne fallait pas rater. Souriez tous. La première photo de groupe des élus insoumis devant l'Assemblée nationale. Et parmi les 72 députés, pas facile de repérer les 4 venus des Pays de la Loire. Ségolène Amiot avait pourtant choisi d'arborer le rouge insoumis pour faire sa première entrée au Palais Bourbon avec Andy Kerbrat. Embauchés en même temps, ils connaissent.
Eh ben, écoutez, on est collègues depuis plus de 7 ans maintenant. On travaille dans la même entreprise, on est dans le même syndicat. C'est elle qui m'a fait ma carte. Et on a été dans le même CHSCT où on a combattu ensemble pendant des années. Et on a milité ensemble pour la France Insoumise. Et nous voilà ensemble à l'Assemblée. Voilà. Elle m'a amené à la CGT. Je l'ai amené à la France Insoumise. Exactement. Dans l'action militante. Dans l'action militante, exactement. Action politique désormais pour les deux, jamais élus jusque-là. Voisins de bureau dans le même centre d'appel à Nantes, ils vont devenir voisins d'hémicycle. Sans Jean-Luc Mélenchon, juste venu accueillir les députés insoumis. Ni l'un ni l'autre ne savent encore dans quelle commission ils vont siéger à l'Assemblée, mais ils sont prêts pour le combat législatif. On va commencer là une lutte pendant les 5 prochaines années, une lutte pour les gens, pour changer un peu cette assemblée qui était un peu embourgeoisée. On fait une petite révolution de palais, je crois. Donc là, on introduit des profils populaires. C'est une fierté en réalité. Cette semaine, ils n'ont fait que découvrir leur nouveau lieu de travail commun. Leur vraie rentrée parlementaire, ce sera mardi, le 28 juin. Des nouveaux profils à l'Assemblée nationale, il était temps, Arnaud. Disons que ces profils-là, ils ont disparu quasiment depuis l'après-guerre. Et même, pour certains, il faut remonter au Front populaire, où on avait par exemple des ouvriers beaucoup plus nombreux qui étaient élus. C'est lié aussi à une évolution de la vie politique, c'est-à-dire que les électeurs exigent des élus des capacités de plus en plus importantes. Et donc la professionnalisation est liée au fait que de plus en plus, il y a des titres scolaires importants qui sont exigés, des capacités à pouvoir parler, etc., qui ont éloigné de ce type de profil. Et donc, effectivement, c'est un retour salutaire et original. Alors, en même temps, on partait de tellement loin qu'on ne peut qu'augmenter. On multiplie par 4, 5, voire 6 en fonction des profils. 0 ouvriers dans la précédente Assemblée, 5 désormais, 4 employés en 2017, 23 aujourd'hui. Ça reste malgré tout ultra minoritaire sur 577 députés. Bien sûr, je pense que si on regarde la totalité du profil, on va avoir plus de 50% des gens qui ont des bacs plus 5 parmi les députés. C'est même encore plus, parce que si on regarde cet autre chiffre qui vient de l'Observatoire des inégalités, 76% des députés en 2017 étaient cadres ou chefs d'entreprise. Ils sont aujourd'hui 58%, encore plus de la moitié, alors qu'ils ne représentent que 25% de la population française. Oui, ces déformations-là ont quelque part un peu toujours existé, elles se sont accrues. Ce qui peut-être est derrière, c'est plutôt sous l'angle des diplômes et des compétences que ça a bougé dans le temps. On a eu la phase beau parleur, où par exemple on élisait des avocats, vers les années 1880-1920, des journalistes par exemple, c'était à cette époque-là plutôt. Aujourd'hui, une phase plus techno depuis les années 1960, avec profil ENA, Sciences Po, etc., qui a monté en puissance, et puis donc des contre-modèles, parce que là c'est ça qui est proposé, c'est un contre-modèle, et d'ailleurs on entend Andy Kerbrad qui le valorise, qui le dit haut et fort. On va voir, mais pour l'instant c'est très marginal. Alors, Andy Kerbrad, Ségolène Amiot, Élise Le Boucher, ces profils de personnes qui sont soit téléopérateurs, soit éducateurs spécialisés, qui revendiquent donc leur statut social, je dirais. Est-ce qu'une fois à l'Assemblée nationale, même si on le sait, il y a très très peu de ces profils, donc on a peu de recul et de jurisprudence entre guillemets, est-ce que ces personnes, elles peuvent peser dans la masse de l'Assemblée et des technos dont vous parlez ? Autant que les autres. Il ne faut jamais oublier qu'à l'Assemblée, d'abord, les votes vont se faire par groupe. Le poids du groupe est extrêmement important. C'est plutôt la capacité individuellement à être dans une commission ou à influer. Là, il faut être équipé tout simplement de gens autour de soi qui permettent, parce qu'il y a des assistants aussi, qui permettent de travailler et d'être à niveau. Il n'y a pas de doute, il suffit de correctement s'entourer pour pouvoir le faire. Et justement, il faut être bien conseillé, bien entouré pour savoir aussi quelle commission, quel poste il faut choisir. Ça, c'est quelque chose aussi de très tactique. Oui, puis il y a un peu des règles implicites. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui sont très nobles, si on peut se dire, mais qui sont généralement... La commission des lois. Voilà, par exemple, ou celle... Finances. Les affaires étrangères, défense. Mais c'est pas accessible au début, quand on arrive. Donc il y a des commissions qui sont moins nobles, qui sont accessibles au départ. Et si on veut aller sur celle-ci, c'est au bout de quelques années. Un mot aussi de tous ceux qui gravitent, vous venez de l'évoquer, de cet entourage. Là, il y a des attachés parlementaires qui sont sur la touche après ces élections. Qu'est-ce qu'on devient ? On se recase, on ne va pas changer de parti d'une élection à une autre. C'est aussi une situation, un mercato très important dans ces périodes-là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai qu'on ne change pas de parti. Au contraire, on peut changer de parti. Il y a un marché des assistants parlementaires. Disons, des républicains jusqu'au Parti socialiste, on voit des assistants qui basculent de l'un à l'autre. Comme on le voit d'ailleurs à l'échelle européenne de la même manière.
En revanche, par exemple, à France Insoumise, ça va être un profil plus militant. Et donc, dans ce cas-là, moins techno et plus militant. Et ils vont facilement recruter d'ailleurs du personnel à la France Insoumise. 72 députés, il va falloir du monde. Oui, mais d'abord, il y a un appel d'air, inévitablement. Et ensuite, ils ont autour d'eux toute une série de gens qui les aident depuis longtemps et qui peuvent intégrer le poste. C'est la même chose pour les écologistes, d'ailleurs. Alors, la présidentielle, les législatives, ce sont les dernières élections avant 2024. Les prochaines, ce seront les européennes. Et pour ce qui concerne les élections plus locales, ce sera 2026 pour les municipales. Mais déjà, les résultats que nous avons connus ces 2 derniers mois, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur ces élections locales et notamment les municipales? On se pose la question notamment à Nantes, où le Parti socialiste sort très affaibli de cette séquence électorale. Aucun député socialiste en Loire-Atlantique, et donc a fortiori à Nantes, où il n'y avait qu'un seul candidat pour la NUP dans le département, et Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête dans la ville de Nantes avec près de 33%. Est-ce que, Arnaud Leclerc, c'est déjà un problème pour Johanna Rolland, même à 4 ans des municipales? C'est un signal d'alerte, c'est-à-dire que dans la recomposition à gauche, on voit bien, il y a une demande de gauche unifiée très forte, qui a un visage beaucoup plus marqué sur le terrain social. Et donc, il y a un signal d'alerte que si reste sur une position gestionnaire, il y a tout un électorat qui part. Donc, il va falloir un peu travailler cette question, mais en même temps, attention, une élection locale, ça se profile rarement comme une élection nationale du type de la législative. Et puis 4 ans, c'est une éternité. Oui, en politique, c'est extrêmement important. Cela étant, il y a quand même un facteur important, c'est la percée de Jean-Luc Mélenchon, y compris à la présidentielle, dans les quartiers sociaux. La deuxième adjointe de Johanna Rolland, c'est Julie Laernous. Elle a été élue députée sur la 4e circonscription Nantes-Rezé dimanche dernier. C'est une concurrente de moins aussi pour la maire de Nantes. Ah bon, ça, c'est un peu le jeu de la vie politique. Alors, oui, d'une certaine manière, mais je pense aussi que ça correspond plus au souhait qu'avait Julie Laernous de pouvoir continuer sur cette forme-là et d'une certaine manière de gagner peut-être plus aussi de liberté. Alors, je parle d'une concurrente pour peut-être dans 4 ans au municipal. Hein. Oui, mais les écologistes pourront présenter quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et de l'autre côté, je pense que pour Johanna Rolland, c'est aussi une manière de gagner en liberté dans son action à l'intérieur de Nantes Métropole. Un mot quand même de la maire de Nantes qui était critique de Jean-Luc Mélenchon, qui au lendemain de la signature des accords avec la NUP les a finalement soutenus avec des réserves. C'était la seule posture possible ? Je crois qu'il faut comprendre que cet accord, il pose une difficulté. Il a été fait vite pour des raisons électorales et il marie l'autorité des traditions intellectuelles très différentes, des visions du monde très différentes. Et donc, conciliable sur le long terme ? C'est la grande difficulté. C'est-à-dire, ceux qui sont des sociodémocrates vont avoir du mal à se retrouver dans la position de Jean-Luc Mélenchon, ou même, c'est pas très compatible avec la vision des écologistes. Donc, il va falloir faire un travail de fond pendant plusieurs années pour y arriver. Est-ce qu'ils le feront ensemble ou séparément ? C'est une grande interrogation. Je crois que ça se fera plutôt séparément. Alors, d'un côté, pour la gauche, on voit que ces élections, elles en ressortent compliquées, dans une situation en tout cas difficile. Mais à droite, ça tangue aussi. La présidentielle, pour les partis de droite, a aussi été une catastrophe. Les législatives également. Rappelons que les Républicains avaient en Pays de la Loire 17 élus en 2007. Il n'y en a plus qu'une officiellement en 2022. Anne-Laure Blin dans le Maine-et-Loire, Véronique Besse en Vendée, elle, est dit vers droite. Le parti a perdu la moitié de ses députés à l'Assemblée nationale. Ils ne sont plus désormais que 64 avec l'UDI. Les divisions qui étaient apparues après la présidentielle sont plus présentes que jamais depuis les législatives. Difficile désormais de savoir quelle sera la boussole des Républicains, très partagés aussi à la région. Mathieu Guillerot et William Sabas. Macron compatible ou pas ? Le dilemme à nouveau posé à la droite ligérienne. En Vendée, pas question de transiger pour la souverainiste Véronique Besse, proche de Philippe de Villiers, élue dans la 4e circonscription avec le soutien du républicain Bruno Retailleau, partisan comme elle d'une droite fidèle à ses valeurs. Je pense que les gens ne veulent pas d'eau tiède, où on est dans un camp ou on est dans l'autre. Mais on n'a pas un pied dedans et un pied dehors. Même son de cloche dans le Maine-et-Loire pour Anne-Laure Blin, seule députée républicaine du département réélue avec 60% des voix. Sa mission désormais, assumer un rapport de force avec le gouvernement pour peser sur sa politique. Je suis ravie et très fière de faire partie d'un groupe qui est libre, qui sera libre et indépendant, qui fera entendre sa voix et qui peut-être forcera le président de la République à gouverner avec nous parce qu'il tiendra compte aussi de nos avis. La tentation Macron. À l'inverse, la présidente de région Christelle Morançais y succombe déjà et appelle à bâtir avec le président un contrat de gouvernement. Sans aller jusque-là, le sarkozyste Franck Louvrier plaide quant à lui pour épauler la majorité parlementaire au coup par coup, en fonction des textes présentés.
Moi, je suis de droite, je resterai toujours de droite. Et le fait est, c'est que la droite a toujours défendu la réforme des retraites à 64 ou 65 ans. La majorité présidentielle en est favorable. Est-ce qu'on veut travailler avec la majorité présidentielle sur ce sujet? Ou est-ce qu'on veut laisser dire tout et n'importe quoi sur une réforme à 60 ans qu'on serait incapable de financer? Donc pas d'opposition systématique et plutôt constructive. Mais surtout pas, mais au contraire. Mais je pense qu'il faut des majorités constructives. Autre famille au sein de la droite ligérienne, les soutiens d'Horizon, déjà membres de fait de la majorité présidentielle, d'anciens républicains, en pleine opération séduction. Beaucoup, comme moi, ont choisi une autre voie, celle d'Horizon, celle d'un parti de droite toujours, mais qui est plus ouvert et qui a envie de participer à une expérience de gouvernement, qui a envie de donner son avis et que son avis soit écouté et suivi. C'est peut-être ce qui nous fait cette différence aujourd'hui avec les LR qui se sont enfermés dans une position d'opposition dont ils devront sortir. Reste que ce soir, le patron des Républicains, Christian Jacob, rejette tout pacte ou cohabitation avec le gouvernement. Arnaud Leclerc, c'est quoi l'avenir des Républicains dans notre région et au-delà? On voit bien ces lignes de fracture qui existent pas seulement au Pays de la Loire, mais partout, particulièrement marquées par Christelle Morançais, qui est celle avec Jean-François Copé en France, qui est allée le plus loin en demandant un contrat de gouvernement. C'est très compliqué. Il est clair qu'il y a deux lignes et que c'est en voie d'implosion d'une certaine manière. Mais tous vont être confrontés à des choix difficiles. Est-ce qu'il faut ou non aller avec Emmanuel Macron? Quand? À quelle vitesse? Questions qui sont très difficiles, même si les uns plaident pour y aller, d'autres non, mais on voudrait bien voter au coup par coup certains textes. On voit bien que tout ça, c'est une affaire de stratégie qui est aussi, ne l'oublions pas, Emmanuel Macron a quelque part tué le Parti socialiste, puis ensuite tué les Républicains. C'est compliqué aujourd'hui qu'il a besoin de l'un et de l'autre pour survivre. C'est compliqué pour les uns et les autres de se dire on y va. C'est compliqué pour tout le monde en fait, mais est-ce que ça peut carrément fragiliser Christelle Morançais à la région? Un peu même question que pour Johanna Rolland, c'est-à-dire il y a une mutation de la base électorale, l'étiquette Les Républicains devient quelque chose qui est difficile à porter, qui est pour le moins pas porteur, mais en même temps elle est identifiée, elle est dans la place, sortante, et donc il y a des éléments dans un sens et dans l'autre. Elle est fragilisée par l'évolution de son parti. Et elle a rappelé qu'elle n'était pas candidate, toujours pas, à un poste au gouvernement, qu'elle voulait rester présidente de région. Il y a un autre élu dont on n'a pas parlé, il n'était pas candidat à ces législatifs, mais très présent dans la campagne, c'est Christophe Béchu. Est-ce que ça n'est pas lui, finalement, l'élu de notre région qui sort renforcé de cette séquence électorale? Il est ministre depuis un mois. Il a fait le pari de se tourner vers Emmanuel Macron très tôt. Et donc, d'une certaine manière, c'est normal qu'il soit gagnant dans cette séquence-là. Maintenant, il va falloir construire une nouvelle majorité, aller au-delà. Et donc, c'est peut-être d'autres acteurs qui seront les plus importants ou les plus stratégiques pour Emmanuel Macron pour l'avenir. Édouard Philippe? Oui, mais ça peut être chez les Républicains. Tout dépend comment ça va se construire. Et là, pour le coup, c'est le président qui a les cartes en main. Et puis une dernière question en forme de prédiction peut-être. Est-ce qu'on peut se préparer à des élections législatives anticipées, à une dissolution? Disons, c'est possible et même peut-être probable parce que la culture de construction d'une coalition n'existe pas beaucoup en France. Et même à l'intérieur du Parlement, on a entendu les différentes forces qui s'y opposent assez fortement. Ça ne se crée pas comme ça d'un coup de baguette magique. On risque de le tenter quelques mois. S'il y a trop de blocages, on ira inévitablement à la dissolution. Eh bien, on se retrouvera peut-être alors pour parler de la future carte politique. En tout cas, les prochaines élections pour l'instant, c'est bien celles, les européennes, officiellement en 2024. Merci beaucoup Arnaud Leclerc d'avoir décrypté toute cette séquence politique aujourd'hui, mais aussi depuis plusieurs semaines à nos côtés sur France 3. Dimanche en politique fait une petite pause. On se retrouvera le 11 septembre pour de nouvelles émissions avec Maxime Jaglin. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances et un excellent été à toutes et à tous.